Les photos de famille sont un des genres de photographie les plus courants et les plus populaires. Dès l'apparition de la photographie, en 1839, les familles en sont devenues un sujet de prédilection. L'avènement des appareils photoportables a donné un nouvel essor au motif de la famille et a contribué à le diffuser. Grâce à ces appareils, il était désormais possible d'immortaliser visuellement sa propre vie familiale au-delà de toute barrière sociale, alors que, depuis le Moyen-Âge et la Renaissance, cela était réservé aux riches, seuls en mesure de se faire peindre ou sculpter. Au XIXe siècle, la photographie a été particulièrement appréciée par les familles qui avaient émigré d'Europe en Amérique. Elles se sont fait photographier devant leur nouvelle ferme ou leur nouvelle maison afin de montrer à leurs parents, restés chez eux, non seulement qu'ils avaient survécu, mais qu'ils s'étaient même rendus maîtres de leur nouvelle situation tout en restant civilisés. Tel est le message principal que semble délivrer une série de photographies de premiers colons du comté de Custer, au Nebraska, prises par un même photographe, Solomon Butcher, dans les années 1880. Deux photographies nous serviront d'exemple. La première montre une famille de 6 personnes, un couple, une fille et 3 garçons, alignés devant leur maison avec un attelage de mulets et une vache apparemment sur le toit de la maison. Les époux sont séparés par une table décorée d'une nappe sur laquelle on voit une pastèque découpée. Cette mise en scène suggère au spectateur l'idée d'une famille qui a réussi. La maison et le bétail représentent le patrimoine familial commun à tous les membres de la famille. La base de la famille est formée par le couple marié qui encadre la table chargée de fruits sans doute exotiques. Les garçons forment un groupe à part avec le plus jeune au milieu, tandis que l'aîné des enfants, la fille, est assise à côté du père. La deuxième photographie présente une mise en scène différente. Un vaste paysage avec des animaux et au premier plan, un groupe de personnes réunies autour d'un objet complètement inattendu en cet endroit, un piano. Le spectateur est invité à percevoir le succès de cette famille dans la grande pièce de terre, le nombre des animaux, l'attelage de mulets. Ce message central est renforcé par la présence du piano dans ce paysage aride, un peu comme il se tenait à l'entrée de la ferme, en symbole de statut social. Le groupe familial est disposé en demi-cercle autour du piano. Si l'on compare ces deux photos, l'une avec l'autre, on constate qu'elles célèbrent toutes deux la fortune acquise, la cohésion et la continuité familiale, mais de manière un peu différente. Ici, un fruit exotique, là, un piano, font fonction de symbole de statut. Ici, la cohésion et la continuité familiale sont exprimées par une disposition linéaire des membres de la famille, là, par une disposition en demi-cercle. Ici, c'est la maison qui est mise en avant, là, les animaux et le sol. Les photos de famille représentent et transforment en même temps la structure relationnelle et familiale, le statut socio-économique d'une famille et les conventions sociales, en leur conférant une forme esthétique qui se prête dès lors à une lecture socio-historique. La représentation des groupes familiaux dans l'espace public à l'époque hellénistique n'est pas sans offrir quelques ressemblances avec les photos de famille, à la différence parce que les formes d'expression choisies dans l'Antiquité avaient un effet beaucoup plus grand et plus durable sur le public qu'un simple témoignage photographique. À partir de la fin du IVe siècle, avant notre ère, on relève une présence visuelle croissante des familles dans les poleis qui culmine pendant la basse époque hellénistique. Vous voyez ici
cette croissance des monuments honorifiques privés, par l'exemple des monuments de Dromos, de la rue processionnelle à Delos, dans une période d'un demi-siècle environ. Cette présence visuelle des familles s'exprime sous forme de monuments édifiés à titre privé, renvoyant à un groupe formé de 2 membres de famille au moins, et dont la plupart étaient érigés dans des espaces publics. Ce phénomène est étroitement lié à l'évolution sociale que l'on observe à l'époque hellénistique, avec l'émergence d'une nouvelle aristocratie ou d'une sorte de caste plus ou moins héréditaire de notables dans les cités à partir du Xe siècle avant notre ère. Non, excusez-moi. L'apparition de monuments honorifiques privés, dont les monuments familiaux constituent une sous-catégorie, signale, pour ainsi dire, le début de ces changements. Mais comment en est-on venu à ériger des sculptures des groupes familiaux incluant les membres féminins de la famille? Comment se fait-il que cette forme de représentation non seulement a été pratiquée par les familles et de l'élite, mais qu'elle ait été également approuvée par les polis? Quelle conception de l'image familiale ces autoportraits devaient-ils exprimer à l'intention du public et quel rôle les membres féminins jouaient-ils à cet égard? Dans son étude publiée en 2013, John Ma a interprété l'apparition de monuments honorifiques privés une génération après les monuments honorifiques publics comme une réaction aux pratiques honorifiques publiques et une forme de commentaire sur celles-ci. Selon lui, cette réaction prouve d'une part l'existence de familles de l'élite ayant des ambitions et des revendications claires. D'autre part, elle montre que la police était un espace de compétition entre différents acteurs, mais aussi entre différentes classes sociales et différentes conceptions de ce qu'est une communauté et de ce à quoi elle sert. L'étude de monuments privés peut donc contribuer à l'adoption d'une perspective différente sur les réalités politiques et sociales dans les cités hellénistiques, venant compléter les décrets publics. Ce que John Ma décrit est en fait un changement des conditions de communication dans les domaines sociaux et politiques au cours de la période hellénistique, qui a conduit à l'émergence d'une nouvelle forme de sphère publique. Cette sphère publique est très étroitement liée à la formation et au développement du pouvoir politique. Elle comprend les acteurs qui s'occupent des affaires ou des processus publics, les espaces de communication et les discours concernant ce qui est déterminant ou significatif pour la vie sociale. Si l'on se souvient que l'ordre politique et social ainsi que les rapports structurels se sont constitués et reproduits dans les cités au moyen de formes de communication entre personnes présentes, c'est-à-dire en interaction directe, il faut constater que ces formes subirent alors un changement avec l'apparition de nouvelles constellations communicationnelles. Ces constellations, comme l'érection de monuments privés, comportant des inscriptions privées dans des espaces publics, ont créé de nouvelles possibilités de perception et de nouveaux points de référence qui n'ont pas été sans effet sur les interactions et les communications internes à la société. Pour illustrer cet aspect, on peut évoquer l'opposition entre la façon dont le faiseur, en caractère de théophraste, s'efforce d'être distingué et le commentaire que fait une des visiteuses du temple d'Asclépios à Hérondas en voyant la statue d'une connaissance. Que le faiseur astique couronne et oigne chaque jour d'huile parfumée le petit doigt de bronze qu'il a consacré, ou
qu'il cloue face à sa porte d'entrée la peau de la tête entourée de larges bandelettes du bœuf qu'il a sacrifié, ou encore qu'en tant que magistrat, s'étant procuré un manteau d'un blanc éclatant, la tête couronnée, il fasse au peuple l'annonce du sacrifice. Dans tous ces cas, la phrase finale du texte réduit en néant l'effet public de toutes ces actions. Il se retire, écrit Théophraste, et rentre à la maison raconter à sa femme comme il a supérieurement bien réussi. À l'opposé, la statue privée de Batalée, d'une femme avec le nom Batalée, que l'on voit dans le temple de l'Asclépiéon, fait l'objet d'une conversation entre deux visiteuses, mais toutefois que celle-ci n'évoque en quelconque désir de se faire valoir. Vois-tu, Quinault, cette statue de Batalée, la fille de Mutis? Comme elle est bien plantée. Qui ne connaît pas Batalée n'a qu'à regarder cette image. Il n'a pas besoin de la voir en personne. Peu après, en 137 avant notre ère, les époux athéniens, Cléopâtre et Dioscorides, firent placer dans leur maison à Délos des statues les représentant et comportant des inscriptions. Pour les disposer, ils utilisèrent l'emplacement d'une porte de telle manière qu'un visiteur pouvait alors voir leur portrait sculpté dès qu'il entrait dans la maison, car cette ouverture se trouvait sur le même axe que l'entrée et le vestibule. On peut donc dire qu'à cette époque, ce qui était encore connoté négativement chez les faiseurs, c'est-à-dire à l'exhibition publique d'une personne, était devenu depuis longtemps partie intégrante de l'habitus des personnes, des individus et des familles de l'élite. Exposer au public les histoires de famille et les structures familiales, c'est lui présenter un certain récit ou lui offrir une certaine vision de la famille. Un récit est toujours le produit d'une élaboration. Il construit une réalité et lui donne une forme adaptée au but en vue duquel il est écrit. Parler de but du récit, c'est faire intervenir le contexte narratif et en premier lieu le public, auditeur ou spectateur. Dans l'échange communicatif entre le narrateur et le destinataire du récit se dégage une signification commune et consensus, ce qui permet au récit de devenir un élément du monde social. Pour qu'il en soit ainsi, le récit et ses formes de représentation doivent être conçus de telle manière qu'ils ne cessent de faire l'objet de conversations. Ils sont ainsi continuellement actualisés et restent présents dans la mémoire sociale. Forme et contenu constituent une unité qui doit produire chez le spectateur l'effet voulu par le narrateur, le conduisant indirectement à participer à la diffusion du récit. Dans ce cadre, la mise en scène ou la mise en forme visuelle d'un récit joue un rôle important, car sa perception suscite d'emblée de premiers jugements de valeur. Les monuments familiaux se présentent sous différentes formes que l'on trouve en différents endroits. Des statues individuelles, des groupes de statues ou des exèdres familiales ont été placés dans des espaces publics, des sanctuaires, des gymnases, mais aussi dans des maisons. La manière dont ces monuments privés occupaient un espace public variait localement et dépendait notamment des idées régnant dans des poleis respectifs sur la façon d'aménager un emplacement en vue, c'est-à-dire l'epiphanestatos topos. Étant donné que les formes de ces monuments et les lieux où ils furent érigés ont connu des variations considérables dans l'espace et dans le temps, on ne peut étudier ces monuments qu'au cas par cas.
Pour illustrer dans une perspective diachronique la diffusion des différentes formes de monuments privés dans un espace public, nous allons nous intéresser aux monuments pour femmes sur l'île de Delos, qu'ont étudié Marie-Thérèse Le Dinaé-Couillou et Sheila Dillon. On a retrouvé 43 bases de statues datant d'entre 314 et 50 avant notre ère, dont la plupart étaient placées le long du dromos, ou l'allée processionnelle, du sanctuaire d'Apollon, aussi qu'au Serapion Si. 13 d'entre elles datent de l'époque où Delos était indépendante, soit entre 314 et 167-66, tandis que les 30 autres monuments ont été érigés sous la deuxième domination athénienne après 166. La proportion de statues individuelles de femmes par rapport aux statues de femmes faisant partie de monuments familiaux est équilibrée au cours de deux époques. Entre 314 et 167-66, on a 6 statues individuelles pour 7 monuments familiaux. Entre 166 et 50, 16 statues individuelles pour 15 monuments familiaux. Mais pendant cette dernière période, on observe une plus grande variation dans les formes des monuments familiaux, parmi lesquels ressort tout particulièrement celle de la grande exèdre, dont on rencontre 10 exemples. La forme de l'exèdre est particulièrement intéressante. L'exèdre indépendante, qui servait principalement de banc de repos, de piédestal de statues ou encore de monuments, reçut désormais une fonction supplémentaire, celle du monument votif. Le fait qu'en particulier fasse ériger une exèdre en tant que monument à sa propre personne et aux membres de sa famille apparaît à partir du milieu du IIIe siècle avant notre ère, surtout à Rhodes. Leur disposition en fait une forme mixte de monument. L'exèdre est située dans la zone du téménos, dans le sanctuaire, mais les statues des personnes privées qu'elle supporte ne sont pas toujours dédiées à une divinité singulière ou au Dieu en général. En faisant ériger les statues, les particuliers se rendent hommage mutuellement. Ces exèdres sont caractérisés par la représentation de personnes apparentées entre elles. Contrairement aux statues individuelles de membres de la famille qui sont disposés ensemble de manière à former un groupe, l'exèdre illustre le lien et la cohésion des personnes représentées entre elles et surtout leur pouvoir, notamment économique. Le cercle des membres de la famille peut varier. On choisit parfois le cercle restreint de la famille, parfois un cercle de parents plus large. C'est seulement dans ce contexte que la présence des femmes devint non seulement perceptible, mais incontournable. Si la manière dont une histoire est racontée joue un rôle essentiel pour la représentation publique d'un groupe de personnes, l'histoire en elle-même est aussi importante pour l'autodentification d'une famille dans le monument présent et à l'avenir. Les histoires reflètent l'univers singulier d'une famille. Elles contribuent en même temps à le transmettre tout en étant influencées par lui. Les récits censés justifier l'érection de monuments privés sont des tentatives pour donner forme à l'oscillation d'une famille entre son passé et son avenir. Des événements particuliers ou des tournants dans la vie d'un membre de la famille, comme la nomination à une charge publique ou l'attribution de distinctions honorifiques publiques, ou encore des traditions familiales particulières, comme la pratique d'un culte spécifique, peuvent être l'occasion de mettre en valeur le caractère original d'une famille. Certains aspects sont mis en avant, soulignés, accentués, d'autres oubliés, afin de faire du récit
un élément créateur d'identité pour les membres de la famille encore en vie, un point de référence pour les générations futures et de le rendre convaincant pour les auditeurs. Dans ce contexte, le choix des personnes et leurs positions respectives, que ce soit dans le texte d'une inscription ou sur une exèdre, jouent un rôle important pour interpréter une histoire et son message, mais ce rôle nous reste malheureusement souvent obscur. Prenons l'exemple d'une exèdre qui se trouve à Terra, l'exèdre du Timonax, sur laquelle sont placés les statuts du père de famille de Timonax, de sa fille Phéro et de sa belle-sœur par alliance Asippa. Cette dernière statue ayant été financée par le frère de Timonax, comme le prouve l'inscription. Cette belle-sœur remplace-t-elle la mère de famille, l'épouse absente, ou bien remplace-t-elle le frère qui n'a peut-être plus pu assister à l'achèvement du monument? De manière plus générale, pourquoi la personne honorée par le dème, c'est-à-dire le Timonax, n'était-elle accompagnée que par des membres féminins de sa famille? Le groupe familial habituel placé sur une exèdre est la famille nucléaire, père, mère, enfant. C'est ce qu'on le voit sur une exèdre de Délos, sur laquelle se trouvaient les statues de Sotélès, de sa femme Xenaïno au milieu et de leur fils Télémnestos. D'après l'inscription, la statue de Sotélès est un hommage du dème, tandis que les deux autres statues ont été érigées sur la demande de Sotélès lui-même en l'honneur de sa femme et de son fils. À première vue, la disposition des statues peut paraître étrange. On s'entendrait à voir la statue de Sotélès au milieu, et non celle de sa femme, d'autant plus que la consécration à sa personne n'était pas le résultat d'une initiative privée, mais publique. Le texte des inscriptions conduit à corriger cette impression. Dans les trois textes, sous les trois statues, le nom de Sotélès est mentionné dès le début. Il est ainsi mis en relation avec les deux autres personnes, tout en étant clairement désigné comme le personnage principal. Dans les représentations de la famille nucléaire, le motif de la perpétuation de la famille et de la transmission de son statut social et politique à la génération suivante occupe inévitablement le premier plan. Mais ce même motif peut être mis en valeur avec plus d'insistance encore lorsqu'il est exprimé par plusieurs membres d'une famille formant une unité personnellement et financièrement. Un exemple de ce genre nous est fourni par une exèdre érigée vers le premier quart du Xe siècle avant notre ère, à l'est du temple du Poséidon sur l'île de Ténos. Sur la base des inscriptions qui nous restent, on peut reconstituer un ensemble de 5 statues, 2 de femmes et 3 d'hommes. La statue de Naosion, élevée par ses fils, occupe le centre de ce groupe. Naosion elle-même a assumé l'érection de la statue de son grand-père, Eniochos Ier, qui se trouvait à l'extrémité gauche de l'exèdre. La mère de Naosion, Clénomachée, à son tour, a fait don d'une statue de l'un de ses petits-fils, Chrysogonos le deuxième. Les 2 autres inscriptions sont malheureusement fragmentaires et ne nous permettent pas de mettre en relation les personnes qui sont mentionnées avec la famille de Naosion. Tout ce que l'on peut dire est que l'une de ces inscriptions concernait une des grands-mères d'une donatrice et que l'autre avait été faite à l'initiative d'une grand-mère pour un de ses petits-enfants. L'image de cette famille est très intéressante pour plusieurs raisons.
Premièrement, on y voit représenter les membres de la famille sur 4 générations. Deuxièmement, 4 des 5 consécrations ont été financées par des membres féminins de la famille pour des membres masculins. Troisièmement, la consécration par Naussion d'une statue à son grand-père ainsi que la participation de sa mère montrent que l'accent est mis sur sa propre lignée, même s'il se trouve contrebalancé par la présence de ses fils sous forme de statues ou dans les inscriptions. Cette famille ne nous est d'ailleurs pas inconnue. Le père de Naussion, Chrysogonos Ier, occupait la fonction de triarque au début du IIe siècle, mais il n'est pas représenté sur l'exèdre ni le mari de Naussion. Faut-il voir là la raison pour laquelle les femmes de la famille ont dû intervenir activement? Même si le motif de maintien de la perpétuation de la famille et du statut familial est prépondérant dans l'érection des monuments familiaux, d'autres raisons jouent également un rôle important à cet égard, contribuant à donner un profil distinctif à la famille et à ses membres. Il pouvait s'agir par exemple de la nomination à une charge politique ou religieuse, d'une victoire dans des concours sportifs ou d'une autre réussite individuelle, ou encore de la perpétuation d'une tradition familiale. Un exemple d'occasion de ce genre nous est donné par le cas d'Euphranor, fils du célèbre amiral rhodien d'Amagoras du 1er siècle avant notre ère. Son service militaire maritime, sa victoire à la course de chevaux lors des fêtes des Haliéa, ainsi que la couronne d'or que lui décerna le dème furent cause qu'Euphranor fut immortalisé par un groupe sculpté réunissant 21 parents. La disposition des personnes ne devait sans doute rien au hasard. Elle commence par ses parents et se poursuit avec ses frères et sœurs, son oncle paternel, son grand-père maternel, sa tante et son oncle maternel, 3 cousins et 2 neveux. Un arbre généalogique se déploie sous nos yeux avec toutes ses branches, unies et puissants, pour célébrer le nouveau porteur de la tradition familiale et, avec lui, ses parents comme membres de la même famille. L'inhabituelle accumulation de charges sacerdotales par une certaine Callistratée, prêtresse d'Asclépios, de Hygiea, d'Epione, d'Apollon, d'Hélios, de Leto et du roi Eumène, c'est ici, Eumène le deuxième, a été la raison de l'érection de monuments dans l'Asclépiéon de Cos pendant la première moitié du IIe siècle avant notre ère. D'après l'inscription, des représentants de la famille sur 3 générations s'étaient réunis pour rendre hommage à Callistratée. Son mari, dont le nom est Parméniskos, dont le nom est gravé avant le nom de la personne honorée, leurs enfants, un fils et une fille, leurs belles-filles et leurs petits-enfants. On aurait pu penser que les multiples fonctions sacerdotales de Callistratée, l'expression d'une Océbéa, un respect dû aux dieux, et enfin surtout les relations qu'entretenait cette famille avec la famille royale, dissimulées derrière le culte du roi de Pergame, Eumène le deuxième, représentaient un prestige suffisant pour cette famille, mais cela ne semble pas avoir été le cas. Car l'hommage rendu à Callistratée par 3 générations est l'occasion de mettre l'accent sur la tradition familiale à travers l'onomastique. Les 2 petits-enfants portent en effet le nom du mari de Callistratée, Parméniskos, aussi bien du côté du fils que du côté de la fille mariée et sans doute entre-temps divorcée ou veuve. Sur l'île de Délos, Échéniké se sentait elle aussi tenue de perpétuer la tradition familiale. Elle ne fut pas seulement donatrice elle-même,
Elle était également la fille d'un donateur. Elle appartenait à une famille riche et bien connue, car son père, Stesileos, occupait les fonctions d'archonte et de chorégos, et son frère, Diodotos, occupait aussi plusieurs charges publiques. Stesileos était très actif, non seulement politiquement, mais aussi en matière religieuse. En 302 avant notre ère, il avait fait don de 1500 drachmes en l'honneur d'Apollon et d'Aphrodite, ce qui permit de consacrer chaque année des vases, des poterias Stesileia, et d'organiser la fête dite des Stesileia. Il fit également don d'un bâtiment au sanctuaire d'Apollon et surtout consacra vers 304 avant notre ère un petit sanctuaire d'Aphrodite avec une statue de culte de la déesse. Ce sanctuaire était situé à l'extrémité nord du quartier du théâtre et son entrée était flanquée par les statues de parents de Stasileos. Une troisième statue et d'autres objets de valeur ont été consacrés par sa fille Échéniké, tandis que différents membres de la famille honorèrent également l'Aphrodisione par d'autres consécrations. Comme l'avait fait son père, Échéniké institua elle aussi une fondation en l'honneur d'Apollon et d'Aphrodite que l'on connaît par les fêtes qui portent son nom, les Échinékéas. Une famille se positionne dans la vie sociale de Délos. Tous les membres de la famille interviennent dans la vie publique, leurs activités religieuses, politiques et caritatives se chevauchent. Le culte d'Aphrodite et le sanctuaire privé deviennent l'emblème de la famille. La célébration annuelle portant le nom de son fondateur exprime les mêmes valeurs familiales, exige la reconnaissance et accroît la réputation du fondateur et de sa famille. La tradition familiale est aussi très importante. Elle commence par la double consécration faite par Stesileos à ses parents et se poursuit par la reprise de son activité de donateur par sa fille. Les monuments familiaux racontent l'histoire qui a conduit à leur érection dans une version concise et condensée aux yeux de l'observateur d'aujourd'hui. C'est d'autant plus regrettable que cela ne nous permet pas toujours d'analyser le rôle exact joué par les membres féminins de la famille, au-delà du simple fait de leur présence. Le seul récit qui nous parle d'une famille à la fois dans la durée et du point de vue d'une femme est le testament d'Épictéta. Il s'agit de l'histoire d'une famille importante de l'île de Terra pendant la haute époque hellénistique, vers 200 avant notre ère. Le testament a été écrit sur 4 plaques de marbre, comprenant chacune 8 colonnes, décorées en haut et en bas de couronnes gravées et fixées sur un socle supportant 4 statues. C'est une inscription impressionnante qui nous transmet un testament plus étonnant encore, racontant l'histoire d'une famille de l'élite de Terra. Épictéta, elle-même descendante d'une ancienne famille aristocratique de Terra, avait été mariée à Phénix, également membre de l'élite de l'île. Ils avaient eu 3 enfants, 2 fils et une fille, Cratesilochos, Andragoras et Piteleia. La mort prématurée du premier fils, Cratesilochos, avait incité Phénix, son père, à faire ériger un sanctuaire dédié aux muses, 2 monuments funéraires, des héroïs, ainsi que des statues pour lui et son fils. Il confia la tâche d'achever ces monuments, sans doute par testament, à son épouse Épictéta, mère de Cratesilochos, et à son second fils, Andragoras, alors encore en vie. Lorsque ce dernier mourut peu de temps après, la même tâche revint à Épictéta, augmentée
de l'édification d'un autre monument funéraire et d'une statue pour Andragoras. S'y ajoutait le souhait de voir les parents masculins de la famille s'unir dans une association. Épictéta accomplit cette tâche, fonda l'association des parents masculins et fit un don de 3000 drachmes tirés de sa fortune personnelle, en condition que le musée et le site sacré de Léron restent en possession de sa fille Épithéleia. Celle-ci, ou ses héritiers, devaient verser chaque année la somme de 210 drachmes à l'association des parents afin de couvrir les frais occasionnés par les sacrifices et par la réunion annuelle à laquelle devaient être présents tous les membres de la famille de tous âges et de deux sexes. Le but de la fondation d'Épictéta est de préserver le souvenir de sa propre personne et celui de la lignée agnatique de la famille de son mari. Mais comment ce souvenir est-il construit et par quels moyens? De quoi fallait-il se souvenir? Comment et pourquoi? Il y a en ce sens un grand nombre de messages, parfois contradictoires, mais à mon avis, l'idée principale est de mettre en évidence la distinction sociale. Distinction de la famille d'Épictéta et Phénix par rapport aux autres parents et distinction de ce clan familial par rapport aux autres clans de la cité. L'ensemble architectural comprenant le sanctuaire consacré aux muses, le téménos, les héroïs, les statues dans le muséon ou dans le téménos, visait certainement à exprimer cet état d'esprit. La longue période de temps qui fut évidemment nécessaire pour les achever est une preuve suffisante des efforts que faisait cette famille pour créer quelque chose d'unique qui correspondit à leur statut social élevé ainsi qu'à leur puissance financière. La fondation d'une association familiale s'inscrit également dans ce projet. Une liste impressionnante de 72 membres masculins fut gravée à titre d'instrument de contrôle, servant à écarter ceux qui voudraient se faire passer pour des parents. Un rapide coup d'œil à la liste de ces membres montre la fréquence de quelques noms, ce qui révèle l'existence d'une tradition onomastique au sein de cette famille au sens élargi. Si l'on y ajoute les femmes et les enfants, on obtient un groupe d'au moins 200 personnes, ce qui est d'autant plus impressionnant que la population de Terra ne comptait qu'environ 2000 personnes. Cette association n'était donc pas seulement une association élitaire, elle regroupait une partie considérable de l'ensemble des citoyens. Son existence durable, à la fois en termes biologiques et sociaux, était importante pour la police, surtout pour une petite police comme l'était Terra. Au IIIe et IIe siècle, comme le montrent les sources épigraphiques, la vie politique de l'île était aux mains de quelques familles. Le clan familial d'Épictéta et de Phénix était l'une d'entre elles. La réunion festive annuelle de l'association et la célébration des rituels dont l'exécution est décrite en détail dans les statuts de l'association peuvent être considérés comme des signes supplémentaires de cette volonté de distinction sociale. La commémoration annuelle durait 3 jours et donnait aux participants assez de temps pour prendre à nouveau conscience de leur appartenance à ce clan familial grâce aux rituels et aux banquets communs, mais aussi en se racontant d'anciennes et de nouvelles histoires de famille. Ce faisant, les participants ne contribuaient pas seulement à enraciner le souvenir de ces 4 personnes dans le tissu social. Inversement aussi, par son engagement envers le souvenir, pour reprendre une phrase d'Assmann, le groupe reconfirmait à chaque fois sa propre identité. Grâce à ces rituels, Épictéta, Phénix et leurs 2 fils
ont acquis le statut d'ancêtres mythiques. Suivant les rituels complexes conçus par Épictéta elle-même, il fallait offrir le premier jour des sacrifices et des offrandes aux muses. Au couple de Phénix et de Pictéta, le deuxième jour, et à leurs fils, Cratesilochos et Andragoras, le troisième. Un panthéon original était ainsi créé, dont le sommet, après les muses, était occupé par le couple marié. Dans l'inscription testamentaire, le couple et les relations des époux entre eux sont mises en valeur à plusieurs reprises. Épictéta n'est pas seulement l'épouse, elle est aussi et surtout la femme de confiance de son mari, celle qu'il charge d'achever ses plans. Et Épictéta poursuit en effet la réalisation de ses volontés avec une persévérance incessante, malgré le choc émotionnel causé par la mort de son dernier fils. C'est précisément ce lien entre mari et femme qui devait être symbolisé par le sacrifice que leur était destiné. Elle est aussi la personne de confiance à laquelle ses fils, après la mort de leur père et de leurs frères, ont également confié la réalisation de leurs plans. Épictéta se concentre sur ce rôle. Elle agit au nom de son mari et de ses fils. Elle est celle qui a tout créé et financé. Ses autres rôles en deviennent accessoires. La mise en valeur de la solidarité des membres de la famille avec Épictéta, simple médiatrice, permet également de résoudre l'apparente contradiction entre l'objectif de la fondation, qui est de préserver le souvenir de Phénix et de ses fils dans le cadre de leur parenté agnatique, et les cultes simultanés de Pictéta. L'image de celle-ci est donc celle d'une épouse respectueuse et obéissante, et d'une mère aimante qui s'est vue contrainte par les circonstances à assumer le rôle d'un chef de famille. En même temps, on relève suffisamment d'indices pour penser qu'elle était consciente de sa propre ascendance et de son droit de disposer de son patrimoine propre. Au lieu d'une disposition testamentaire, elle aurait pu choisir de faire une fondation de son vivant. Mais une telle fondation ne lui aurait pas permis d'accéder au panthéon familial. Elle aurait été obligée à renoncer assez tôt à certaines parties de sa fortune. Son désir de ne pas être oubliée étant aussi déterminant que celui de son mari. Elle a décidé d'étendre le cadre familial de manière à y faire admettre également les épouses de parents et les héritières uniques de famille, les épicléroi. Épictéta n'était ainsi plus la seule femme dans cette communauté de culte, et les normes sociales étaient respectées. Mais il y a aussi des lacunes dans le récit d'Épictéta. Qu'en est-il des hommes dont la fondation devait en premier lieu perpétuer le souvenir? Il est frappant de constater qu'on ne donne aucune information sur leur biographie. Même si l'on peut supposer que les deux fils sont morts avant l'âge qui leur aurait permis d'entrer dans l'arène politique, on aurait attendu au moins quelques commentaires concernant Phénix. Ce silence sur les activités politiques du père et des fils est à mon avis une marque de respect social auto-imposé, une façon de reconnaître l'autorité de la police comme étant la seule instance habilitée à décerner des éloges aux citoyens pour leurs actions. Cette interprétation est corroborée par d'autres monuments familiaux qui se contentent au mieux de repérer les hommages que la police a rendus à une personne. Cette hypothétique retenue est néanmoins contredite par l'ensemble architectural somptueux et par les sacrifices en l'honneur de Phénix et de ses fils, mais aussi par les exèdres ornés de plusieurs statues.
Le souvenir qu'Épictéta attend, fixé par sa fondation, est à la fois individuel et social. Épictéta elle-même et sa famille se considèrent comme membres d'un tout qui comprend l'association familiale ainsi que la société, avec ses normes et ses exigences. Ils veulent être intégrés dans cet ensemble et assurer ainsi leur survie au-delà de la mort. La perpétuation du souvenir grâce aux nouveaux moyens de communication et aux nouvelles pratiques permettait de proclamer continuellement le sens de la responsabilité, de la solidarité et de la collectivité du clan familial, mais aussi sa distinction par rapport aux autres clans familiaux. Rien ne peut être photographié en dehors de ce qui doit être photographié, fait remarquer Pierre Bourdieu dans son livre L'art moyen à propos des photos de mariage. Cette affirmation peut aussi s'appliquer aux monuments familiaux. Ceci montre quelque chose de nouveau, qui a entraîné de nouveaux discours et de nouveaux moyens de communication et rendu possible une nouvelle forme de sphère publique. Ils expriment en même temps la nouvelle conception que la famille avait d'elle-même en tant que groupe de solidarité dans lequel chaque membre, homme ou femme, porte la responsabilité de l'existence de la famille et de son affirmation dans la vie sociale. En compétition entre eux, pour obtenir la reconnaissance politique et sociale, les principaux citoyens et leurs familles cherchaient, à côté de la culture politique des décrets, d'autres formes susceptibles de garantir à la fois la renommée actuelle de leur famille et son souvenir durable dans l'avenir. Plus la société locale était nombreuse, plus le danger était grand que les mérites à l'égard du dème n'aient qu'une valeur éphémère et puissent être vite dépassés par d'autres. La présence active de tous les membres de la famille fut une façon de réagir à ce risque. Les épouses, mais aussi la belle-sœur et sa famille, ainsi que les enfants adolescents, pouvaient désormais contribuer à donner directement et indirectement un nouvel éclat à l'arbre généalogique. Les familles de l'élite ne comptaient plus seulement un bienfaiteur, un Euergetes, un prêtre ou un archonte, mais aussi des femmes assez riches pour soutenir financièrement l'érection de statues pour leurs pères, maris et fils et contribuer ainsi à l'intégration de toutes les branches de la famille. Dans ce cadre, les membres féminins de la famille réussirent à rendre indispensable leur rôle traditionnel d'épouse et de mère pour la représentation de la famille dans le cadre de la cité. Cette dépendance mutuelle est très certainement quelque chose de nouveau. La famille nucléaire, qui se définit uniquement par la lignée agnatique et sa relation avec la communauté politique, s'élargit désormais par l'intégration des parents des lignées paternelle et maternelle. Il n'y a pas de réorganisation de la famille, mais une restructuration, une nouvelle conception de soi. Le postulat d'un relâchement des liens familiaux à l'époque hellénistique est donc incorrect et peut être rejeté. Je vous remercie.